J'aimerais commencer cette vidéo en vous faisant une confession. J'aimerais vous parler de ce que je regardais sur Pornhub avant l'interdiction du site. En fait, quand j'y allais, c'était toujours pour une seule et unique raison. Regarder les statistiques. Parce que, quoi qu'on pense de ce genre de site, ces informations sont un véritable trésor pour comprendre l'époque dans laquelle on vit. Parce qu'ici, on ne parle pas d'une étude isolée menée par une petite équipe de chercheurs sur quelques milliers de personnes. Non, on parle de données qui se basent sur les habitudes de centaines de millions d'individus. Chaque jour, c'est environ 100 millions de personnes qui cliquent sur ce logo. Et les stats sur ce site, elles sont incroyablement détaillées. Elles mettent parfois en lumière des choses extrêmement intéressante. Si la pornographie influence le réel dans les pratiques sexuelles, l'imaginaire collectif et même dans la création artistique, on en a un peu moins conscience, mais la vie quotidienne, l'actualité, influence également la consommation de pornographie. Est-ce que vous vous souvenez par exemple de cette vidéo qui a fait le buzz il y a quelques temps ? Une américaine interrogée dans la rue qui décrivait explicitement une de ses pratiques sexuelles. Et bien, suite à ça, les recherches impliquant le mot crachat ont augmenté de 233%. De même, pendant les Jeux Olympiques, le tag française a vu son taux de visite augmenter de 104%. Bref, les tendances sur le site Orange s'expliquent très facilement. Et en général, ça retombe aussi vite que c'est arrivé. Seulement voilà, à force de fouiller, je suis tombé sur quelque chose qui m'a particulièrement interpellé. Et ça concerne la génération Z, ou les Zoomers, c'est-à-dire les personnes nées entre 1997 et 2012. Leurs recherches semblent être très influencées par les contenus culturels qu'ils consomment, mais aussi par les technologies qu'ils utilisent. Et jusque-là, rien d'extraordinaire. Tout ça est très facilement explicable. Cependant, une donnée m'a interpellé. Une augmentation de 68% des recherches concernant le mot pied. Et ça ne s'explique pas simplement par un effet de mode. Parce que contrairement à d'autres tendances, c'est pas quelque chose qui a disparu avec le temps. C'est au contraire un phénomène qui ne cesse de gagner en importance, surtout chez les plus jeunes. Le site Fun with Feet, par exemple, rapporte que 63% de leurs créateurs de contenu ont entre 18 et 26 ans. Et les créateurs du site sont formels, les fétichistes des pieds augmentent de façon exponentielle d'année en année. Alors, sommes-nous en train d'assister à une épidémie de fétichisme des pieds? C'est là-dessus que j'ai choisi de mener l'enquête dans ce 5e épisode des mots d'investigation. Quel joli pied! Avant de commencer cette enquête, le fétichisme des pieds me semblait être quelque chose d'extrêmement marginal. Et je dois bien vous l'avouer, ça me semblait aussi être un truc de tordu. Je commençais donc cette enquête avec quelques a priori plutôt négatifs. Mais au fur et à mesure de mes recherches, un certain nombre de ces a priori ont fini par s'envoler. Alors, dans un premier temps, j'aimerais qu'on s'attarde un petit peu sur ce que j'ai découvert durant les étapes préliminaires de mes recherches, pour comprendre comment on est passé d'une pratique plutôt marginale à quelque chose d'extrêmement répandu. Et pour ça, il va nous falloir remonter dans le temps. Dans l'imaginaire collectif, le fétichiste des pieds renvoie l'image d'un marginal, d'un mec bizarre, malsain, voire carrément dangereux. Le genre de mec qui achète des chaussures d'occasion sur le bon coin pour faire des trucs pas nets avec un frustré asocial qui n'aurait pas accès aux femmes et qui se serait donc en quelque sorte rabattu sur les pieds à défaut d'avoir accès à autre chose. Et bien sûr, la culture populaire, les films, les séries, y sont pour beaucoup. Et pour comprendre d'où vient cette image extrêmement négative, il va nous falloir remonter aux années 60 et à l'affaire Jerry Brudos. Détesté par sa mère dès sa naissance, pour la simple raison qu'elle aurait préféré avoir une fille, Brudos, privé d'amour, vivra une enfance extrêmement difficile. Très tôt, peut-être pour se conformer au désir de sa mère d'avoir une fille, il se mettra à porter ses chaussures. Plus tard, il tentera même de voler les talons de sa maîtresse d'école. Adolescent, il agressera une jeune fille pour lui voler ses chaussures et à partir de là, ce sera l'escalade. Adulte, il attirera des femmes chez lui, les tuera et conservera leur corps pour réaliser d'étranges rituels. Entre 1968 et 1969, il assassinera 4 femmes. Il finira par se faire arrêter en 1969 et sera condamné à la prison à perpétuité, où il mourra en 2006. À proprement parler, Jerry Brudos c'était plutôt un fétichiste de la chaussure que des pieds. Mais les deux sont quand même assez liés, vous l'imaginez bien. Et son impact sur la culture populaire, et donc sur l'imaginaire collectif, a été plutôt énorme, parce qu'il a inspiré de nombreux personnages de fiction, et notamment Buffalo Bill, du Silence des agneaux. Mais en réalité, on pourrait remonter encore plus loin,
en 1870 par exemple, année pendant laquelle Leopold von Sacher-Masoch publie son roman La Vénus à la fourrure, un roman plutôt court que j'ai lu pour l'occasion. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, sachez que Masoch, dans Sadomaso, ça vient de lui, ça vient de l'auteur de ce livre, Leopold von Sacher-Masoch. Et je dois dire que ce roman, il m'a vraiment impressionné par sa capacité à décrire les raisons psychologiques derrière certaines pratiques. Et c'est d'autant plus bluffant qu'à cette époque-là, la psychologie n'était même pas encore née. Et en le lisant, j'ai même eu des sortes de flashbacks de mes précédentes mots d'investigation sur les cucks ou les money slaves, ou même sur les accros au porno. Tout était déjà là en 1870. Mais surtout, ce roman, il établit un lien entre le fétichisme des pieds et le fantasme de la soumission. Et en consultant les stats du site au logo orange, on constate qu'il y a effectivement une corrélation entre les recherches sur le fétichisme des pieds et les recherches liées à la soumission. Et on pourrait même remonter encore plus loin. Quelques années avant, en 1857, était publié Madame Bovary de Flaubert, un auteur qui décrit parfois les pieds avec une passion un peu suspecte. Et en réalité, il est loin d'être le seul. Des auteurs qui s'attardent beaucoup plus longtemps que prévu tout en bas de l'anatomie féminine, il y en a beaucoup en littérature. Mais l'exemple le plus frappant, c'est sans doute Le Pied de Fanchette, ou L'Orpheline française, sorti en 1769. Un roman de Nicolas Restif de la Bretonne qui raconte l'histoire d'une jeune orpheline aux pieds magnifiques qui deviennent un objet d'obsession pour les hommes qui l'entourent. Le nom de l'auteur a d'ailleurs donné le mot rétifisme, c'est-à-dire le fétichisme des chaussures. Et en fait, on pourrait encore remonter plus loin, en 1697, avec Cendrillon. Parce que bon, un prince qui choisit sa compagne uniquement en fonction de ses pieds, c'est quand même un peu louche. Et en réalité, je pourrais vous en citer encore des tonnes, des exemples comme ça. Même dans la Bible, dans le Cantique des Cantiques. Que tes pieds sont beaux dans ta chaussure, fille de prince. Les contours de ta hanche sont comme des colliers, œuvre des mains d'un artiste. On trouve aussi des traces d'une attirance pour les pieds dans la poésie de la Grèce antique. Et encore, là je vous parle de l'Occident, mais on en trouve des traces dans toutes les civilisations et à toutes les époques. L'islam, par exemple, préconise de cacher les pieds pour ne pas tenter. Le Kama Sutra en Inde évoque des pratiques dédiées aux pieds. On pourrait aussi parler de la Chine et de sa tradition du bandage des pieds. Certains chercheurs rapportent même que pendant les épidémies de maladies sexuellement transmissibles, les relations érotiques impliquant les pieds auraient eu tendance à augmenter pour éviter d'autres types de contacts. Bon, alors déjà, on sait que le phénomène ne date pas d'hier, et que c'est même quelque chose d'extrêmement ancien. Cependant, ça n'explique pas pourquoi le nombre de fétichistes augmente de façon si importante depuis quelques années. Mais avant de répondre à cette question, commençons déjà par ce mot, fétichisme, un mot qui renferme beaucoup de sens, puisqu'il vient du mot feitiço. C'est comme ça que les Portugais appelaient les objets de culte des Africains pendant la colonisation. Des objets qui semblaient provoquer chez eux une véritable adoration. Puis, au XIXe siècle, une nouvelle science, à peine naissante, va se réapproprier le terme, la psychologie. Et aujourd'hui, le fétichisme est défini ainsi. Une excitation sexuelle provoquée par la présence d'un objet, d'une partie du corps, d'une matière ou d'une situation. Ces éléments ne sont normalement pas érotiquement significatifs. D'ailleurs, sachez que si jusqu'à présent j'ai employé le terme de fétichisme des pieds, le terme exact c'est la podophilie. Mais étrangement, les principaux intéressés, ils n'aiment pas trop ce terme. Ils préfèrent le mot fétichisme ou kink. Et d'ailleurs, pendant pas mal de temps, j'ai pensé que ces termes étaient plus ou moins synonymes. Ils sont d'ailleurs souvent utilisés de manière indifférenciée. Pourtant, voici la définition du mot kink. Préférence ou pratique sexuelle non conventionnelle qui s'écarte de la norme. Le mot vient de l'anglais kinky, qui signifie tordu, et il s'oppose à la sexualité normale dite vanille, jugée ennuyeuse. Le truc, c'est que quand j'ai commencé à chercher une explication quant à la différence entre un kink et un fétichisme, je suis tombé sur tout et son contraire. Alors, vous pensez peut-être que je pinaille ici, mais en réalité, cette différence-là, elle va être absolument essentielle pour comprendre la suite. Le fétichisme, c'est quand l'excitation nécessite la présence d'un élément en particulier. Le kink, c'est lorsque cet élément n'est qu'un plus, qu'il ajoute à l'excitation, mais qu'il ne lui est pas indispensable. Et cette définition, elle nous permet déjà de comprendre un truc extrêmement important. La grande majorité des fétichistes des pieds ne sont pas des fétichistes des pieds. Ils ont simplement
un kink sur les pieds. En fait, le terme de fétichiste des pieds, c'est un abus de langage. En réalité, le fétichisme d'un point de vue médical, c'est une paraphilie qui appartient à la grande famille du partialisme. C'est-à-dire le fait d'éprouver une excitation sexuelle pour une partie bien spécifique du corps, autre que les parties génitales. Et ce terme, la paraphilie, c'est le mot qu'on a utilisé pour remplacer le mot perversion. Parce que ce mot, il ramène à un jugement de valeur. Et ça, en matière de sexualité, c'est très mal vu aujourd'hui. Donc il faut bien comprendre que le fétichisme des pieds est toujours considéré comme une paraphilie, donc un trouble, mais uniquement lorsqu'il cause de véritables problèmes psychosociaux à la personne concernée, addiction, problèmes relationnels ou autres. Or, en général, ce qu'on appelle les fétichistes des pieds, ce sont certes des gens qui ont un attrait pour les pieds, mais c'est un truc en plus, et non à la place de tout le reste. D'ailleurs, j'aimerais qu'on tente une expérience, là, tout de suite. Et je compte sur vous pour jouer le jeu. Je vais vous demander d'écrire en commentaire votre top 3 des parties du corps que vous trouvez les plus attirantes d'un point de vue érotique. Et je vais vous demander de les classer du plus attirant au moins attirant. Voilà, je vous laisse quelques instants pour faire ça. Donc merci à tous ceux qui joueront le jeu, c'est pour la science. Et d'ailleurs, il me semble que si vous jetez un œil au classement des autres, vous risquez d'avoir quelques surprises. Je dis ça, je dis rien. Alors voilà, je venais de potasser le sujet de manière assez scolaire pour en apprendre les grandes lignes. Mais maintenant, il allait falloir franchir le pas et aller voir à quoi ça ressemble concrètement tout ça. Dans un premier temps, je suis donc allé sur YouTube et j'ai pu constater qu'il y en avait quand même pas mal, des chaînes spécialisées sur le fétichisme des pieds, notamment celle d'un certain John Foot Fetish, un véritable passionné qui fait des classements, des interviews, des commentaires de pieds. Et j'ai donc décidé d'aller jeter un œil à tout ça. Ce qu'on voit à l'écran, ce sont des pieds. Alors oui, vous vous en doutiez un peu. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a rien de plus. Tout ce qu'on voit, ce sont des pieds qui s'agitent. La caméra filme rarement plus haut que le genou. Et concrètement, ça m'en a touché une sans faire bouger l'autre. Non, en fait, ça m'en a même pas touché une. Pourtant, je vois des commentaires d'hommes qui semblent être en extase, comme s'ils avaient vu la plus belle chose qui soit, comme s'ils commentaient une œuvre d'art qui les avait transcendés. De mon côté, je me demande ce que je fous là. Je reste encore quelques minutes en me disant qu'il va bien finir par se passer quelque chose, mais non. Le caractère érotique de la chose est comme totalement inaccessible. Je me sens comme un ado des années 90 qui essaye de regarder un porno crypté sur Canal en regardant à travers une passoire. Je quitte la vidéo. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce que je vous ai décrit ce que j'ai vu et ce que j'ai ressenti plutôt que de vous montrer les images directement. Après tout, c'est que des pieds. On voit des choses bien plus explicites dans des clips, dans des séries, etc. Eh bien tout simplement parce que ce contenu est considéré comme du contenu pour adultes par la plateforme et qu'il est donc interdit aux moins de 18 ans. Et que j'ai pas envie qu'il arrive la même chose à ma vidéo. En tout cas, ce que j'ai vu, ça s'appelle du dangling. En gros, c'était une femme qui faisait pendre sa chaussure du bout de ses orteils. C'est tout. Et en continuant mon exploration, j'ai pu noter qu'il existait tout un tas d'autres pratiques, certaines étant parfois assez étranges, comme le foot crush, qui consiste à regarder une femme écraser de la nourriture avec ses pieds. Et cette vidéo-là, elle n'est pas interdite aux moins de 18 ans. Il semble vraiment y avoir une zone de flou dans la modération de ce genre de contenu sur YouTube. Et selon certains témoignages, il existe des variantes de ce fantasme liées à l'écrasement d'insectes ou encore d'animaux. Bon alors inutile de dire que c'est quand même plutôt marginal, mais ça existe. On pourrait aussi évoquer le trampling, il consiste à se faire marcher dessus pour assouvir un fantasme d'humiliation. Mais la pratique la plus caractéristique, c'est peut-être le foot worship, qu'on pourrait traduire par vénération du pied. Et là, si vous vous souvenez de l'étymologie du mot fétichisme, on est vraiment en plein dedans. L'adoration d'un fétiche, comme si c'était un objet sacré, ou le pied d'une déesse. Et encore là, on était juste sur YouTube. Mais à force de recherche, j'ai fini par entendre parler d'autres pratiques que je peux même pas vous citer ici. Je suis donc retourné sur le site au logo orange, et cette fois-ci, c'était pas pour regarder des statistiques. J'ai donc commencé par taper fit, tout simplement, et là, globalement, ça ressemble juste à ce qu'on trouve habituellement sur ce genre de site, avec une caméra qui insiste beaucoup plus sur les pieds, et des choses qui se font généralement avec les mains, se font ici, avec les pieds. Bref, voilà en gros pour la pratique. On parle de quelque chose qui va de la simple contemplation béate à des pratiques beaucoup plus explicites. Ah oui, non, un dernier truc. Pour aller vraiment au bout des choses, forcément, quand on parle de pieds, on pense aussi odeur. Et selon une étude, la moitié des fétichistes des pieds sont aussi sensibles aux odeurs. Et parmi eux, on peut distinguer deux grandes écoles, la team pieds propres et la team pieds sales. Mais on va pas trop s'attarder là-dessus. Ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que le pied
est pris dans sa globalité, esthétique, sensorielle, mais aussi symbolique. Et là, on rentre vraiment dans la complexité de la chose. Parce que comme à peu près tout, le pied est chargé d'énormément de symboliques différentes qui peuvent varier non seulement selon les cultures, mais aussi selon les individus. Il peut être associé au confort, à une certaine fragilité, mais aussi à la domination. Symboliquement, être au pied ou à la botte de quelqu'un, c'est montrer son extrême soumission. On retrouve aussi, chez de nombreuses chanteuses, l'habitude de monter sur scène pieds nus, un gimmick qui donne une impression de liberté, d'anticonformisme. Dans les pays bouddhistes, le pied est considéré comme une partie impure du corps. Et donc, il y a quelque chose de l'ordre du tabou. Bref, j'ai rapidement compris que l'aspect symbolique, c'était pas la piste la plus pertinente, parce qu'il peut varier d'une culture à une autre, mais aussi d'un individu à un autre. Si je voulais vraiment comprendre le pourquoi du comment de cette épidémie de fétichisme des pieds, j'avais plutôt intérêt à m'intéresser aux dénominateurs communs plutôt qu'aux particularités individuelles. Bon, mais alors, depuis le début de cette enquête, je vous parle d'une épidémie de fétichisme des pieds. Mais concrètement, combien de personnes est-ce que ça représente ? Eh bien, figurez-vous qu'il existe un chiffre étonnamment précis à ce sujet. En fait, de nombreuses études ont été menées à travers le monde et toutes tombent à peu près sur les mêmes résultats. Le docteur Justin Lemailer, auteur du livre Tell Me What You Want, un livre qui s'intéresse au désir sexuel d'un point de vue scientifique, a fait la moyenne et estime qu'environ 14% de la population a des fantasmes liés aux pieds, c'est-à-dire une personne sur 7, soit plus d'1 milliard de personnes sur cette planète. En fait, le fétichisme des pieds est le fétichisme le plus répandu au monde, ni plus ni moins. Et en apprenant ça, j'ai voulu tester un truc. J'ai donc fait un sondage ici même, sur ma chaîne YouTube. D'un point de vue érotique, les pieds, j'aime, j'aime pas, ou je m'en fous. Après 6600 votes, je suis tombé précisément sur ce pourcentage, 14%. Même si, évidemment, il faut faire attention. Si vous vous souvenez de la différence qu'on a fait entre kink et fétichisme, quand on parle de 14%, c'est 14% de personnes qui sont attirées par les pieds. Ça va des cas cliniques les plus extrêmes de fétichistes exclusifs jusqu'à ceux pour qui c'est simplement un plus. Et toujours selon le docteur Justin Lemailer, si on ne prend que les véritables fétichistes des pieds, on descend à 5% de la population. Mais enfin, avec 14% de personnes qui ont des fantasmes liés aux pieds, vous comprenez bien qu'on n'est pas sur quelque chose de marginal. Mais mon problème, à ce moment-là de l'enquête, c'est que j'étais vraiment trop resté dans l'abstrait. Et j'avais besoin de quelque chose de beaucoup plus concret pour avancer. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de lécher un pied. Non, je déconne, c'est à ce moment-là que j'ai posté un message sur X. Si vous êtes fétichiste des pieds, MP-moi SVP. Et puis j'ai réalisé que j'aurais peut-être dû rajouter du contexte. C'est dans le cadre de la réalisation d'une vidéo. Merde, attends, c'est encore pire. D'une vidéo sur YouTube, un épisode de Mode Investigation. Bref, j'ai donc posté ça pour pouvoir échanger avec des leakers de feat. Au total, 32 personnes m'ont contacté. Et je leur ai posé tout un tas de questions extrêmement indiscrètes. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous affiche 2 des questionnaires que je leur ai envoyés. Et à partir de ces réponses, j'ai tenté de réaliser une sorte de portrait robot du fétichiste des pieds. Mais vous allez le voir, l'exercice n'a pas été très concluant. Typiquement, le fétichiste des pieds est un homme. La plupart de ceux avec qui j'ai échangé ont la vingtaine, la trentaine ou la cinquantaine. En fait, la tranche d'âge varie trop pour pouvoir en tirer des conclusions. D'une manière générale, ils le vivent plutôt bien et sont capables de beaucoup d'autodérision. Beaucoup rapportent aussi, avec un soupçon de vantardise, que les femmes qu'ils ont initiées à cette pratique aiment beaucoup, et que c'est pour elles la découverte d'une zone érogène dont elles ignoraient tout. Sociologiquement, les profils sont très variés. Ça va du fumeur de joint au RSA qui passe sa journée à jouer à des jeux vidéo, au chef d'entreprise. Cependant, pour ceux qui veulent sortir du virtuel et consommer du contenu payant, ou bien se payer le service de professionnel, là, on a affaire à une catégorie sociale plus élevée, parce que ça coûte très cher. Mais la grande majorité des leakers de feat que j'ai interrogés refusent de faire appel à ce genre de service. Très peu d'entre eux ont vraiment honte, même si beaucoup admettent que mettre le sujet sur la table, c'est pas toujours facile. Mais ils sont aussi nombreux à reconnaître que cette honte fait aussi partie de l'intérêt de la chose. Faut aussi préciser que l'acceptation de leur particularité va beaucoup dépendre de leur environnement social. Les cas les plus extrêmes confient avoir des problèmes d'addiction. Et surtout, ce fétichisme peut être un handicap dans leur vie sentimentale. Mais ce qui m'a le plus interpellé, c'est que beaucoup ont tendance à se voir comme des initiés. Ils sont convaincus que tout le monde pourrait développer une attirance pour les pieds. Ce dont, personnellement, j'ai plutôt tendance à douter. L'un d'entre eux voit même sa particularité comme une sorte de super pouvoir. Être foot fétiche quand tu vas à la piscine, par exemple, c'est incroyable. Pour un normie, c'est comme avoir la vision à rayon X de Superman.
Bref, le fétichisme des pieds semble transcender toutes les catégories sociales, et encore une fois, il m'a été difficile de trouver un dénominateur commun, mis à part le fait que ce sont tous des hommes. Mais alors, si les fétichistes des pieds sont de plus en plus nombreux, d'où est-ce que ça vient ? C'est à ce moment-là que les choses ont commencé à se compliquer. Parce que des théories pour expliquer ce phénomène, il y en a des tonnes. D'une théorie douteuse sur les phéromones, en passant par une autre selon laquelle le fétichisme serait lié à une inhibition, jusqu'aux théories freudiennes complètement fumeuses, selon lesquelles certaines personnes aimeraient les pieds parce qu'ils ressemblent à des pénis. Parmi toutes les théories qu'on peut trouver sur le sujet, voici les 3 qui semblent les plus solides. Première théorie, symbolisme et socialisation. Et celle-là, on en a déjà largement parlé au début de cette vidéo. En gros, c'est le fait que la symbolique qu'on va associer aux pieds va dépendre de l'environnement culturel dans lequel on évolue. Selon que vous soyez en France, au Japon ou en Arabie Saoudite, ce sera pas tout à fait la même chose. Mais elle va aussi dépendre de vos propres expériences. Par exemple, si vous avez passé une enfance pendant laquelle vous avez beaucoup joué par terre avec vos petites voitures et que pendant ce temps-là, vous avez vu des adultes passer pieds nus, vous pouvez inconsciemment avoir associé le plaisir que vous avez ressenti en jouant aux pieds qui passaient à côté de vous. Deuxième théorie, le câblage neurologique. Alors là, je vais vous la faire très courte. En gros, la zone du cerveau qui s'occupe des parties génitales et celle qui s'occupe des pieds sont juste à côté l'une de l'autre. Et certaines personnes associeraient les deux. Plus encore, des recherches récentes ont démontré qu'il existait des différences dans la structure et le fonctionnement du cerveau entre les personnes fétichistes et celles qui ne le sont pas. Selon Justin Lemayer, dans une interview accordée à Big Think, bien que la personnalité soit indubitablement influencée par des facteurs environnementaux, plusieurs études ont suggéré qu'un certain nombre de traits de personnalité sont héréditaires dans une certaine mesure. Ainsi, le fait que les individus naissent avec des tendances à certains traits de personnalité pourrait expliquer pourquoi certaines personnes sont plus susceptibles de développer des fétiches que d'autres. Bref, la génétique joue aussi probablement un rôle. Troisième théorie, le conditionnement classique. Les psychologues suggèrent que le fétichisme des pieds peut se développer par conditionnement classique, lorsqu'un individu associe la vue ou le toucher des pieds à l'excitation ou au plaisir sexuel. Cette association peut s'enraciner au fil du temps et conduire à une préférence fétichiste. Ok, là, on tient vraiment quelque chose. Donc, les fétichistes que j'ai interrogés avaient raison. On peut effectivement devenir fétichiste des pieds. Et en fouillant dans cette direction, j'ai fini par entendre parler d'une petite expérience menée en 2014 sur des rats de laboratoire. Des chercheurs ont enfermé des rats mâles, puceaux. Puceaux? Moi? Sérieusement? Avec des femelles qui portaient des petites vestes. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Et plus tard, quand les rats ont eu l'occasion de copuler à nouveau, ils ont tous préféré les femelles qui portaient une petite veste à celles qui n'en portaient pas. Plus encore, les chercheurs se sont rendus compte que les rats finissaient beaucoup plus vite avec les femelles qui portaient ces petites vestes qu'avec celles qui n'en portaient pas. Les chercheurs ont donc réussi à conditionner les rats de manière très simple et à développer chez eux une sorte de kink de la petite veste. Et là, on parle d'expériences sur des rats. Mais de telles expériences ont aussi été menées sur des êtres humains. En 1966, par exemple, le psychologue Stanley Rachman a tenté une expérience intéressante. Les participants ont d'abord vu des photographies de femmes nues, suivies d'images de bottes noires. Et il s'est avéré que l'image des bottes noires induisait avec succès une excitation sexuelle, et ce, même chez des hommes qui, dans un premier temps, n'avaient aucun attrait particulier pour les pieds. Par conditionnement, il a été possible de développer chez eux une certaine forme de fétichisme. Et si vous vous demandez comment est-ce qu'ils ont mesuré le taux d'intérêt porté à ces bottes en cuir, eh bien tout simplement en mesurant l'afflux sanguin dans leur pénis avec une machine qui ressemblait à ça. Et si le fait que nos désirs et nos fantasmes puissent être conditionnés vous semble invraisemblable, pensez tout simplement à la manière dont la pornographie a introduit de nouvelles pratiques dans la sexualité du quotidien. Donc oui, les fétichistes des pieds que j'ai interrogés avaient raison. Il est véritablement possible de s'éveiller, comme ils le disent. Mais la grande question qu'il faut maintenant se poser, c'est d'où vient ce conditionnement? Et c'est justement là-dessus qu'on va se pencher maintenant. Mais avant ça, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse. Alors, vous l'avez probablement remarqué, mais depuis le début de cette vidéo, on ne parle que d'hommes. Et il y a une raison à ça. Le fétichisme des pieds concerne beaucoup plus les hommes que les femmes. Parce que oui, on vit une drôle d'époque où il est parfois mal vu de rappeler certaines évidences, et notamment le fait qu'il existe des différences biologiques qui mènent les deux sexes à avoir des comportements et des intérêts différents. Et typiquement, les fétichismes liés à une partie du corps bien précise, c'est beaucoup plus fréquent chez les hommes que chez les femmes. Parce que les hommes ont tendance à être beaucoup plus visuels, beaucoup plus focalisés. Là où la sexualité féminine, elle, a tendance à être une sexualité intégrale, plus complexe, dans le sens où la femme prend tout en
considération et qu'elle a moins tendance à se focaliser sur un élément précis. Mais lorsque les femmes sont fétichistes d'une partie du corps, en général, elles sont plutôt fétichistes des mains, ce qui n'est jamais vraiment vu comme une bizarrerie vu que les mains sont toujours impliquées dans les rapports sexuels. Pour vous donner des chiffres, selon une étude belge de 2017, 17% des hommes ont un intérêt pour les pieds contre seulement 4% des femmes. Cependant, ce que ces chiffres ne disent pas, c'est que le fétichisme des pieds chez la femme ne se manifeste pas du tout de la même manière que chez l'homme. Il n'y a pas beaucoup de liqueuses de fit chez les femmes. Leur fétichisme à elles consiste plus souvent à recevoir qu'à donner. Voilà pour cette petite parenthèse. On peut donc reprendre notre enquête. Au début des années 2010, un événement a priori anodin a eu un impact majeur sur la sexualité des masses, et tout particulièrement sur celle des femmes. Cet événement, c'est la sortie du roman et puis du film 50 Shades of Grey. Suite à ces sorties, les ventes de jouets pour adultes liées à l'univers du BDSM ont connu un petit boom. Et tout à coup, des pratiques marginales, jusque-là jugées déviantes par beaucoup, ont commencé à devenir mainstream par simple effet de mode. Dans une étude de 2022 sur les liens entre consommation de pornographie et fantasmes sexuels, on peut lire « Le succès de 50 nuances de Grey a mis en lumière la façon dont les pratiques paraphiliques peuvent devenir courantes et influencer l'apparition de ces comportements dans la population générale. » Alors bien sûr, on ne parle pas forcément de changements radicaux et de pratiques extrêmes. La ménagère de 50 ans s'est pas subitement changée en domina habillée tout en cuir. Néanmoins, l'influence 50 Shades a été une porte d'entrée à l'univers du BDSM pour énormément de femmes. Et quand je parle de l'influence 50 Shades, je parle pas juste de l'influence du film ou du livre en lui-même, mais de la manière dont ces œuvres ont influencé la pop culture en général. Le BDSM dans les séries Netflix et les films récents, c'est quasiment devenu la norme. Et tout récemment, un article du New York Times a fait parler de lui. On y apprend que Debbie Herbenick, une professeure à l'université de l'Indiana qui étudie les comportements sexuels, a mené une enquête auprès de 5000 étudiants d'une grande université et a découvert qu'environ 2/3 des jeunes femmes avaient été étranglées lors d'un rapport sexuel. Bref, tout ça pour vous dire qu'il est assez simple d'expliquer comment certaines pratiques BDSM ont fini par atteindre le grand public. Mais alors, qu'en est-il du fétichisme des pieds ? En lisant un article de GQ, je suis tombé sur cette réflexion. Le fétichisme du pied, si en vogue, est représentatif d'une culture qui accepte de plus en plus certains kinks. À l'instar du BDSM de 50 Shades, le fétichisme du pied est autorisé à pénétrer dans le courant dominant parce qu'il bouscule légèrement le bateau sans le déstabiliser. À un certain niveau, cependant, il modifie probablement nos idées de ce qui est normal, ce qui n'est pas une mince affaire. Et en lisant ça, je me suis demandé pourquoi est-ce qu'il semblait si important à ces journalistes de modifier nos idées de ce qui est normal. Mais surtout, à en croire cet article, il n'y aurait pas plus de fétichistes des pieds qu'avant, ils seraient simplement décomplexés. Et très honnêtement, j'ai du mal à croire en cette hypothèse, parce que cette augmentation de la consommation des contenus liés au fétichisme des pieds, elle se fait dans l'anonymat. C'est le genre de truc qu'on regarde avec une fenêtre de navigation privée, mais c'est pas non plus illégal. Bref, le jugement social n'a pas grand-chose à voir là-dedans. Et après tout, le porno mainstream, c'est, en général, pas beaucoup plus glorieux. Mais d'une manière générale, il est fréquent que les médias s'élèvent contre le kink-shaming. Et si, à première vue, l'intention semble louable, il y a quand même un grand paradoxe là-dedans. Parce que, souvenez-vous, on a vu à quel point l'aspect symbolique était important. Et bien souvent, il est lié à une certaine forme de transgression, à un tabou. Parce que pour beaucoup de fétichistes, la honte qu'ils ressentent participe à leur plaisir. Donc, lutter contre le kink-shaming, ça a quelque chose d'un peu paradoxal. Parce que c'est aussi grâce à la shame qu'il y a le kink. J'ai donc continué à lire des articles sur le sujet, et à force, quelque chose a fini par me sauter aux yeux. C'est leur aspect presque militant. Le mot fétichisme ne fait plus peur. Au contraire, c'est même devenu quelque chose qui aide à se différencier, à sortir de la norme. On retrouve d'ailleurs un phénomène similaire avec l'autisme. Pour beaucoup aujourd'hui, être autiste est revendiqué comme une fierté. Chez les célébrités également, ce type de penchant est de plus en plus assumé. Tenez, je vais vous diffuser un petit diaporama de quelques fétichistes des pieds célèbres. Vous en connaissez forcément quelques-uns. En fait, le seul contexte où le mot fétichisme est encore utilisé de manière péjorative pour décrire quelque chose de malsain, voire de répréhensible, c'est quand il est utilisé pour parler d'hommes blancs, attirés exclusivement par des femmes d'une certaine ethnie, des asiatiques en général, ou bien des femmes trans ou obèses. Et j'ai trouvé ça assez intéressant. Mais dans tous les autres cas, ou presque, le terme de fétichisme est plutôt vu comme quelque chose de positif, un synonyme d'émancipation de la norme. Or, si pendant très longtemps on se tournait vers les sexualités kinky pour se différencier, aujourd'hui on le fait plutôt par conformisme, pour ne pas avoir l'air ringard. Parce qu'on en est arrivé à un point où la quasi-intégralité des médias qui s'adressent aux plus jeunes dispensent la même idéologie. Une idéologie qui fait du mâle blanc cisgenre hétéro la cible à abattre à tout prix. Le kink peut
peut être définie de manière générale comme toute interaction érotisée qui se situe en dehors de la norme statistique du sexe hétéronormatif. Le jargon militant est omniprésent dans ces articles. Il y a l'idée que pour lutter contre le patriarcat, contre l'Occident, contre l'homme blanc, il faudrait à tout prix sortir de la sexualité normale. En fait, ces journalistes ont tellement assimilé l'idée que tout était politique qu'ils en sont venus à vouloir politiser la sexualité des gens. Et pour ne pas les nommer, ce sont en gros les journalistes de médias comme Combini, Vice, Brut, GQ, ou des magazines féminins comme Glamour, Mademoiselle, Bustle ou bien d'autres. Alors bien sûr, ces médias ont le droit d'exister, ils ont le droit d'exprimer leur point de vue. Le problème, c'est qu'ils ont tous à peu près le même discours et qu'il est quasiment impossible d'entendre un discours alternatif. Et ce qui est intéressant, c'est qu'un média comme Glamour peut écrire quelque chose comme « Nous vivons dans une culture sexuellement négative qui diabolise tout ce qui n'est pas de l'ordre du sexe hétérosexuel et vanille. Un fétiche ? Oh !» Et ça, c'est extrêmement intéressant, parce que c'est littéralement un mensonge. Si ça a été vrai dans le passé, ce n'est absolument plus le cas aujourd'hui. On est tombé dans l'extrême inverse. Pour cette enquête, j'ai lu des dizaines et des dizaines d'articles. J'ai vu des dizaines de vidéos. Tous, littéralement tous, encourageaient à la normalisation des fétichismes et des sexualités kinky. Et en soi, c'est pas ça qui pose problème. C'est le fait que cette volonté de pousser les gens à sortir de la norme a conduit à diaboliser le sexe normal, le sexe dit vanille. D'ailleurs, revenons un peu sur ce terme de sexe vanille. C'est un terme apparu dans les années 70 pour désigner toute activité sexuelle ne relevant pas du sadomasochisme ou du queer. On parle de vanille parce que quand vous mangez une glace, la vanille c'est le parfum classique, c'est banal, tout le monde aime la vanille. Le kink, c'est le fait d'avoir un intérêt pour des choses qui sortent de cette sexualité vanille. C'est ce qui permet de sortir de la norme, de ne plus être un normie. Parce que quoi de plus péjoratif que l'adjectif normie ? Personne ne veut être un normie. Et ça, pour certains, ça finit par devenir une pression, à tel point que de plus en plus de gens ayant une sexualité vanille peuvent se sentir complexés. Et ce, surtout chez les femmes, d'ailleurs, qui reçoivent, par les biais des médias, de la presse féminine, des injonctions permanentes à explorer, à aller plus loin, à sortir de la routine, à être kinky. En fait, même le fétichisme des pieds est aujourd'hui considéré comme quelque chose de trop normal. Il y a l'idée que c'est quelque chose qu'il faudrait bientôt dépasser, l'idée qu'il faudrait à tout prix aller plus loin. Et ça, en réalité, c'est même dénoncé par les féministes. Maya Mozoret, par exemple, dans un article pour Le Monde, a été capable de reconnaître qu'il y a de plus en plus de mépris pour le sexe dit vanille. Depuis que la pop culture nous infuse tous les jours de nouvelles sexualités alternatives, on n'ose plus avouer qu'on fait l'amour à la papa. Le matraquage prend la forme de romances noires, de clips vidéo empruntant une imagerie sadomasochiste, de séries télé où plus personne ne se risque à faire l'amour au lit. Quelques années après cet article, en 2020, le magazine Au Féminin a également sorti un article à contre-courant de ses propres articles, d'ailleurs. Nous vivons dans une société consommatrice où la nouveauté et la surenchère de pratiques sont considérées comme beaucoup plus intéressantes. Il faudrait une sexualité toujours plus osée, toujours plus transgressive. Par contraste avec cette sexualité relayée dans les médias et sur Internet, la sexualité plus classique peut sembler plus ennuyeuse et moins attrayante. Alors, est-ce que je suis en train de vous dire que cette épidémie de fétichisme des pieds serait due à cette propagande médiatique ? Eh bien, en fait, non. C'était simplement la dernière clé que je voulais mettre entre vos mains pour pouvoir enfin résoudre le mystère des liqueurs de feat. Le fétichisme des pieds semble avoir tout pour plaire à des médias comme Vice, Brut ou Combini. Des femmes qui ont littéralement des hommes à leurs pieds et qui peuvent même s'enrichir sur leur dos. C'est quasiment la définition même de l'empouvoirment, c'est-à-dire le fantasme absolu du féminisme contemporain. Parce que oui, le fétichisme des pieds, c'est aussi un business extrêmement juteux. Certaines stars, comme Larsa Pippen, disent se faire 10 000 $ par jour en vendant des photos de leurs pieds sur OnlyFans. Le truc, c'est que la plupart des femmes n'ont pas tout à fait conscience qu'elles proposent du contenu sexuel en montrant leurs pieds. Je suis influenceuse, donc bien sûr qu'on me demande des photos de mes pieds tous les jours. Il y a beaucoup qui me demandent une photo de mes pieds, voilà. Prenez plaisir. Ah, oui, je t'ai mis mon pied comme ça. Allez. Franchement les amis, c'est chaud. Je reçois tellement de messages par rapport aux pieds, genre vraiment. Genre pour faire Des quoi? grosses sommes pour envoyer des photos de pieds ou pour... Photos de pieds? Ouais. En fait, bah oui, j'ai attiré toute une communauté de personnes qui étaient fétichistes des pieds. Attirance sexuelle qu'il veut, genre, il n'y a pas de shame à avoir là-dessus. Ce qui fait que de nombreuses personnalités publiques sont en fait très tolérantes à l'égard des fétichistes des pieds.
Alors que si on leur avait demandé une photo d'une autre partie de leur corps, ça aurait forcément fait scandale. Regardez par exemple cet extrait. Des fois, je fais des posts après pour dire hey, c'était gratos pour tous les foot fétiches. Voilà, petit cadeau de la journée. De temps en temps, il faut savoir offrir. Donc j'offre. Et c'est trop marrant parce qu'à chaque fois, je reçois 12 000 messages de gens qui sont « Comment les gens peuvent être si immondes ?» Et que ça veut dire que t'as dû recevoir plein d'embarras. Et pas du tout. Pour être honnête, les foot fétiches, les fameux, c'est souvent les personnes les plus respectueuses que j'ai rencontrées. C'est souvent des gens qui arrivent en TM en disant « Bonjour, est-ce que s'il serait possible d'avoir une photo contre rémunération? Si c'est non, je comprends très bien et bonne journée. » Je suis il n'y a aucun problème, ouais. Sa réaction, elle est quand même très intéressante parce que si quelqu'un avait formulé une demande tout aussi poliment pour avoir une photo d'un endroit plus intime, elle l'aurait peut-être pas pris avec autant de légèreté. Et ça, c'est assez paradoxal, à une époque où certaines d'entre elles voudraient même désexualiser les seins. Mais la sexualisation d'une partie du corps qui jusqu'alors ne l'était pas, finit par être sinon encouragée, au moins largement tolérée. Mais surtout, ce commerce, il est ouvert à Madame Tout-le-Monde. Alors, combien je gagne alors, ça varie, bien sûr. Ça varie de jour en jour. Autant, des fois, je peux avoir 4 demandes. Autant, des fois, je peux en avoir 10. Sur une journée, à 10 personnes qui me demandent, je fais 100 €. Voilà, juste avec les pieds. Le site FitFinder, par exemple, permet à n'importe quelle femme de vendre des photos de ses pieds. Sur sa page d'accueil, le site annonce que plus de 80 millions de dollars ont été dépensés depuis la création du site en 2019 pour 5 millions d'inscrits. Et c'est comme ça que certaines femmes en viennent à vendre des photos de leurs pieds. Et tout ça, ça finit par avoir des conséquences. Et oui, ça y est, je vais enfin vous donner la raison de cette épidémie de fétichisme des pieds qui ne cesse de gagner de l'importance. En 2022, la TikTokeuse Diana Inspired postait ceci. Wow, the pressure is getting worse. En plein été, plus aucune jeune fille ne porte de chaussures ouvertes. L'année suivante, une autre TikTokeuse, Educator Andrea, s'adresse directement aux zoomers. Gen Z, what is the deal? Et il se trouve qu'elle a eu des réponses à ces questions. Peu de temps avant, toujours sur TikTok, une vidéo avait fait le buzz. Elle parlait d'un site qui permettait de se faire des centaines, voire des milliers d'euros en vendant des photos de pieds. Et apparemment, pas forcément de ses propres pieds. Et ça a créé un énorme malaise chez les jeunes américaines pour 2 raisons. Soit parce qu'elles refusent que les hommes s'astiquent en regardant des photos de leurs pieds, soit parce qu'elles refusent qu'ils s'astiquent gratuitement en regardant des photos de leurs pieds. Et ce fameux site, c'est FitFinders, le site aux 5 millions d'utilisateurs dont je vous ai parlé plus tôt. Le magazine Vice a d'ailleurs consacré un excellent article à ce sujet. Et l'auteur Magdalene Tyler y rapporte ceci. Chaque fois que j'ai posté une photo où on voyait mes pieds un peu flous dessus, comme dans une story Instagram d'un livre que je venais de terminer et qui était posé sur mes genoux, j'ai reçu pas mal de réponses du genre « gratuitement ?» Et là, ça a fait tilt. Effectivement, moi aussi j'avais déjà vu ça, à plusieurs reprises même. Des photos de femmes dont les pieds avaient été floutés. Et ce phénomène, il risque de prendre de l'ampleur dans les années à venir. Et la clé du mystère, elle est là. Le fait que les femmes floutent leurs pieds sur leurs photos, qu'elles les dissimulent de plus en plus dans la vie réelle, c'est la conséquence directe de l'explosion du business des photos de pieds en ligne. C'est un phénomène qui, s'il continue de grandir, pourrait engendrer des changements anthropologiques assez considérables. Parce que certes, il ne concerne pour l'instant quasiment que les États-Unis, mais c'est un phénomène qui pourrait se répandre. En Occident, les seins sont considérés comme une zone extrêmement érotique. Mais c'est pas le cas dans toutes les cultures. Dans certaines tribus africaines, par exemple, les seins sont tellement exposés qu'on finit par ne plus y prêter attention. On pourrait aussi donner l'exemple du Japon, où pendant très longtemps, la nuque des femmes était considérée comme l'une des parties du corps les plus érotiques. Et des exemples comme ça, à travers le monde, on peut en trouver un paquet. L'érotisation des différentes parties du corps dépend au moins en partie des tabous, des contraintes ou des mystères qui lui sont associés. Plus une zone est dissimulée, plus elle devient érotique. Et le pied, qui jusqu'à présent était dissimulé sans plus, commence à se faire beaucoup plus secret qu'avant. Et ça, c'est encore une fois un paradoxe extrêmement intéressant. C'est à partir du moment où la société a commencé à être beaucoup plus tolérante envers le fétichisme du pied, voire même qu'elle s'est mise à l'encourager, qu'un marché a pu émerger. Le commerce des photos et autres vidéos de pieds. Et c'est précisément ça qui est en train de rendre le pied tabou et donc de l'érotiser encore plus. Parce que plus les pieds seront cachés, plus ils seront érotisés. Et plus ils seront érotisés, plus ils seront cachés.
Nous voici donc arrivés au bout de cette enquête, et il y a 2 ou 3 petites choses que j'aimerais rajouter. Déjà, j'ai rien contre les fétichistes des pieds, mais je pense que vous l'avez compris, ce sont dans leur écrasante majorité des gens tout à fait normaux, et à vrai dire, cette enquête, elle a totalement annihilé beaucoup d'a priori que je pouvais avoir à leur sujet. Même si, comme on l'a vu, la plupart des fétichistes des pieds ne sont pas des fétichistes des pieds, mais ont simplement un kink sur les pieds. Bref, à titre personnel, ce qui aurait tendance à plus me déranger, c'est la manière dont certains médias instrumentalisent certains penchants, certains fétichismes ou fantasmes à des fins politiques. Alors, comment va évoluer cette épidémie de fétichisme des pieds? Ça, seul l'avenir nous le dira. En attendant, merci à tous ceux qui sont restés jusque-là. Merci beaucoup à tous les leakers de feat qui ont accepté de répondre à mes questions extrêmement indiscrètes. Et si vous avez des suggestions pour les prochaines mots d'investigation, n'hésitez pas. Et moi, je vous dis à la prochaine.